Bienvenue à notre premier webinaire sur la capture d'État. Il est organisé par le Master de gouvernance et lutte contre la corruption, qui est un programme joint de la Faculté des sciences juridiques, sociales et politiques de l'Université de Tunis-Carthage et de l'École d'économie de Paris. C'est un programme soutenu par la Banque mondiale et le Fonds Moussanada. Et si je ne me trompe pas, je crois que ça a démarré en 2016 ou 2017, je ne sais plus. Chaker me corrigera. Alors, ce webinaire devrait durer environ 1h30 et il est composé de 3 interventions de 15 minutes chacune, après une petite introduction du contexte général. Et le tout sera suivi d'un débat ouvert au public. Alors déjà, j'aimerais remercier l'École d'économie de Paris pour nous offrir le soutien technique avec Samuel Chiche et Julia Picmal. Voilà, je donne à présent la parole à Monsieur Lassane Chali, qui est notre facilitateur. Il va introduire les intervenants. Il est lui-même un ancien étudiant du master qui fait partie des nombreuses formations additionnelles et il est très engagé dans la lutte contre la corruption dans son domaine qui est le domaine pharmaceutique et il sera certainement intervenant dans un webinaire futur sur la capture d'État. Voilà, je donne la parole à Monsieur Lassane. Merci, cher maître. Merci. C'est un plaisir pour moi de présenter mes anciens maîtres à la faculté des sciences juridiques, politiques et économiques de Tunis pour nous présenter le sujet de ce webinaire qui tourne autour de la capture de l'État et l'évolution plutôt de la corruption vers la capture d'État. Donc, dans l'ordre de présentation, il y aura monsieur professeur Chaker Mzouri, qui est professeur agrégé et directeur de laboratoire de recherche en bonne gouvernance et l'un des initiateurs de cette belle aventure. Il est aussi expert international et directeur du master régional en gouvernance démocratique organisé par European Inter-University Center. La deuxième, Chaker nous traitera de l'aspect juridique de la capture et de la corruption. Par la suite, il y aura professeur Ariane Lambert Mogiliansky, qui est professeure d'économie à l'École d'économie de Paris et directrice scientifique du master de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, Université de Carthage, et qui a développé avec professeur Chaker Mzouri l'idée de ce master d'anticorruption. Elle traitera l'aspect économique de la corruption et de la capture de l'État. Puis viendra le tour du docteur Tasnim Chirch, qui est aussi chercheur en sciences sociales, spécialisée en sociologie politique, et elle est docteur d'État. Elle a traité et elle est spécialiste du sujet relatif à la gouvernance dans un contexte de transition démocratique et de démocratie participative. Et je passe immédiatement la parole au professeur Chaker Mzouri pour commencer sa présentation. Pardon, il y a l'introduction globale qui doit précéder. Voilà. Alors, voilà. Donc, je reprends voilà. la parole pour cette introduction du contexte global. Et je vais partager mon écran. Voilà. Donc,
Donc, ce webinaire, c'est un peu l'idée, comme le disait Monsieur Lassade, de voir comment la corruption a évolué et comment on est passé de certaines formes de corruption à ce qu'on devrait appeler plutôt la capture d'État, qui est également une forme de corruption. Alors, voilà. Donc, on distingue en général deux formes de corruption qui sont la petite corruption. C'est la corruption administrative où il est question de contournement, de violation, d'abus de lois et de régulations en vigueur afin d'obtenir des avantages indus. Il en existe deux formes qui sont la capture, où les deux parties rentrent en collusion, et l'extorsion, où on obtient, où la partie qui a le pouvoir, c'est-à-dire en général l'État, peut abuser de son pouvoir pour obtenir des avantages, des bribes ou quelque chose de ce genre. Donc ça, c'est en général lorsqu'on a dans le master anticorruption et dans l'essentiel de la formation sur la corruption, c'est ce que l'on aborde. Et par exemple, sur les marchés publics, il est également question de petite corruption. Bien moins étudiée est la grande corruption, qui est la corruption politique ou capture d'État. Et ici, ce sont les règles du jeu, les lois, les régulations, les institutions elles-mêmes qui sont l'objet de la capture. Elles sont créées, formulées pour assurer des avantages indus à certains groupes. Et de la même manière, elle existe sous deux formes, capture, collusion, et également extorsion, mais inversée, parce qu'on va voir qu'ici, le pouvoir n'est pas dans l'État, qui aurait un pouvoir régulateur, mais essentiellement dans les groupes d'intérêt qui, de par leur puissance financière, ont un pouvoir en fait sur le politique. Donc, le contexte global et historique, c'est les 40 dernières années de développement néolibéral. Et on peut dire qu'ils ont transformé vraiment le contexte de la lutte contre la corruption. Il y a trois piliers du néolibéralisme qui explique cette transformation. D'abord, on a une privatisation des services publics, passant de la distribution d'électricité, d'éducation, le domaine de l'éducation, de la santé. Un mouvement général de dérégulation du secteur privé, par exemple dans les finances ou même dans l'environnement pour certains pays, comme on a vu récemment en Amérique. On est de retour sur certaines choses, heureusement. Et une réduction des impôts sur le revenu et les profits financés par une réduction des dépenses publiques, donc une grande diminution du rôle de l'État. Et ces trois grands piliers du néolibéralisme ont conduit à une accélération remarquable de la concentration des richesses, c'est-à-dire des inégalités. Nous savons qu'à l'EEP, nous avons des compétences remarquables sur les inégalités. Et par exemple, juste pour donner un chiffre récent de Oxfam, il y aurait 2160 individus possèdent autant que 4,6 milliards de citoyens dans le monde. Donc, on a une concentration gigantesque des richesses qui sont le résultat donc de cette politique. Cela mène également à la concentration du pouvoir économique, une domination du marché par quelques très grands groupes, ce qu'on appelle les GAFA, mais aussi les banques globales et les fonds d'investissement. Et donc, ces grandes puissances financières, les multinationales et banques globales, sont en position de capturer l'État pour le forger à leurs intérêts. Donc, l'impact direct
c'est que le pouvoir de l'État est affaibli au profit du privé. Donc, on a un changement d'équilibre des pouvoirs. Et en fait, c'est l'objectif même du néolibéralisme affiché qui voit l'État comme un problème et qui veut donner la main au marché. C'est l'objectif. Donc, la dérégulation et la privatisation réduisent le pouvoir de l'État. Et là, j'aimerais citer un exemple récent en France où la loi de programmation pluriannuelle de la recherche des universités a comme un côté important d'accroître le financement du privé. Et par cet accroissement, le privé peut diriger la recherche, faire valoir ses intérêts aux dépens de la liberté de la recherche. Un deuxième exemple, c'est l'établissement d'institutions et d'accords internationaux aux dépens des États-nations. Et ça, ce sera l'objet même de ma présentation. Ce sera l'exemple que je vais développer par la suite. Il y a un impact indirect également de ces 40 ans de ce développement historique, c'est l'affaiblissement des contre-pouvoirs démocratiques. On a vu que les grands groupes ont petit à petit pris le contrôle des médias. Et là, il y a le livre récent de Julia Cagé, qui est également bien connu à l'École d'économie de Paris, donc Sauver les médias. On a aussi un développement du contrôle de l'expertise scientifique par ces puissances économiques, alors que c'est le fondement même de la décision publique. Et là, par exemple, je peux faire référence au livre de David Michael, Le triomphe du doute de 2020. Et on a aussi vu la répression de la contestation de la société civile qui se mobilise contre les effets sociaux, donc les inégalités ou environnementaux, crise climatique, pollution. Et des lois ou comportements liberticides dénoncés par l'ONU. Donc, on va voir que ces deux éléments sont assez liés par la suite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Implication pour la lutte contre la corruption. D'abord, ça veut dire, donc, on a trois conséquences. D'abord, tout un pan de la Ariane, il vous reste deux minutes. 2 minutes. Tout un pan de la petite corruption disparaît. La dérégulation fait disparaître la corruption des régulateurs. Le plafonnement des impôts réduit la corruption et la fraude au fisc. Mais la capture d'État et corruption, avec des conséquences classiques de la corruption et plus sévères encore. La concurrence est faussée par la domination totale des grands groupes. Les externalités sont hors contrôle, c'est le dérèglement climatique. Nous avons une crise de la gouvernance démocratique et une crise sociale et inégalité croissante. Et enfin, l'affaiblissement des contre-pouvoirs rend la corruption plus difficile à combattre. Et là, on a les données du dernier index de perception de la corruption de Transparence internationale qui montre la corrélation positive entre niveau et dégradation de la démocratie et perception de la corruption, ainsi que l'intégrité politique et la corruption. Donc, l'objectif de ce webinaire est de donner quelques éléments pour mieux comprendre les mécanismes à l'œuvre dans la capture d'État et évoquer des pistes pour lutter contre cette forme de corruption. Voilà. Très bien. Maintenant, je passe la parole à Chaker. Merci. Vous m'entendez là? Lassad. C'est oui, bon? on t'entend bien. Très bien. Alors, je voudrais tout d'abord remercier moi aussi l'équipe de l'École d'économie de Paris pour son assistance et son soutien technique, sans lequel ce webinaire n'aurait pas pu avoir lieu. Je voudrais aussi saluer mes amis et collègues responsables des différents modules de ce master Bonne gouvernance et lutte contre la corruption qui m'ont aidé d'une manière infaillible et m'ont soutenu
pendant les périodes les plus difficiles pour le montage, si vous voulez, pour la création de ce master. Je voudrais remercier en premier lieu Madame la doyenne Naila Charben, qui était la véritable initiatrice de ce projet, de ce master, qui, par la suite, en raison de son passage au gouvernement, m'a légué, si vous voulez, cet héritage ou cette belle aventure, comme le disait très bien Sylla Assad. Je suis heureux aussi, particulièrement heureux aujourd'hui, de retrouver l'un de nos anciens étudiants de ce master, Sylla Assad, qui maintenant est devenu un collègue, et je le dis fièrement et avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de plaisir. Je le retrouve ici avec nous en train d'organiser ce webinaire et j'espère le revoir pas en tant que facilitateur uniquement, mais aussi en tant qu'intervenant pour les prochains événements. Donc, ceci en ce qui concerne les remerciements et les présentations. Moi, je suis chargé, dans le cadre de ce webinaire, de parler de, puisqu'il s'agit de regards croisés, de traiter de la question sous l'angle juridique, c'est-à-dire la dimension juridique de la capture de l'État. Bien qu'en fait, c'est une question très complexe, même uniquement sous l'angle juridique, c'est une question très complexe et qui pose plusieurs problèmes, et il est extrêmement difficile de traiter de la question en 15 minutes. Tout simplement, je vais essayer, si vous voulez, de vous présenter un petit peu les quelques réflexions ou les pistes, disons, les pistes de recherche qui pourront nous servir soit à développer nous-mêmes d'autres recherches ou, si vous voulez, à ouvrir le débat pour les autres chercheurs. Donc, si on voudrait commencer, si vous voulez, on pourra commencer par définir la capture d'État comme étant une forme de corruption politique dans laquelle les intérêts privés d'un groupe de personnes ou groupe d'intérêts influencent considérablement le processus décisionnel d'un État à leur propre avantage. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'emprise de la part d'un groupe d'intérêts sur les organes chargés de prendre les décisions au sein de l'État. Ils vont s'accaparer en quelque sorte les fonctions de l'État au niveau de la prise des décisions. Juridiquement, le contrôle du pouvoir légal par un groupe minoritaire ou par un ensemble de personnes, que ces personnes soient des personnes morales ou physiques, se manifeste par plusieurs formes et plusieurs niveaux. Ce qui nous intéresse dans le cadre de cette étude, c'est de savoir comment la règle juridique, qui en principe censée faire prévaloir l'intérêt général, comment cette règle juridique qui est censée faire prévaloir l'intérêt général, elle va se transformer en un instrument au service d'intérêts privés ou d'intérêts particuliers et par conséquent porter préjudice à l'intérêt général. Certes, il ne faut pas généraliser parce qu'on connaît plusieurs règles juridiques qui peuvent avoir pour objectif de servir des intérêts particuliers. C'est-à-dire que, en quelque sorte, cette condamnation ne peut pas être générale. Il existe bel et bien des règles juridiques qu'on accepte tous et dont l'objet, c'est de servir ou de protéger certains intérêts particuliers. Pas l'intérêt, si vous voulez, d'une manière générale, pas l'intérêt de tous les individus de la société. C'est notamment le cas des lois qu'on appelle les lois d'incitation aux investissements, et en Tunisie, on en a plusieurs, selon les secteurs d'investissement. Il y a aussi les lois d'aide à certaines catégories jugées vulnérables, et pour aller encore plus loin dans l'illustration, il y a les textes de loi dits de discrimination positive. Mais ce qui caractérise ces différents exemples, c'est en corollaire, ces règles ne doivent nullement causer un préjudice à l'intérêt général. C'est-à-dire que certes, ces règles existent ou ont été instaurées dans l'objectif de servir des intérêts d'un groupe, mais sans pour autant que ces intérêts ou ces textes portent atteinte à l'intérêt général. Ainsi, on peut dire que tout le problème est alors
de trouver un juste équilibre entre ces deux variables. D'un côté, préserver l'intérêt général, mais d'un autre côté, encourager les initiatives privées. Sans entrer dans les débats, que le cadre de cette intervention ne le permet pas, sur la notion d'intérêt général, parce que la notion elle-même d'intérêt général, c'est une notion qui a fait couler beaucoup d'encre, qui suscite beaucoup de discussions. Contentons-nous de dire, dans le cadre de cette étude, qui se limite à l'hypothèse où les intérêts privés seraient en contradiction avec l'intérêt général. C'est-à-dire, on part de l'idée selon laquelle les intérêts privés ou les intérêts des groupes d'intérêts, si vous voulez, des groupes privés qui vont en quelque sorte sacrifier l'intérêt général pour servir leurs propres intérêts. Le postulat de départ de cette limitation du sujet étant donc la primauté de l'intérêt général, la suprématie de l'intérêt général. L'intérêt général, nous savons tous qu'il doit prévaloir sur toutes les autres considérations. Aucune raison ne pourra justifier l'atteinte ou le sacrifice de l'intérêt général. D'ailleurs, c'est à partir de ce postulat-là de départ qu'on qualifie de non légitime toute initiative qui tend à mettre en cause la suprématie de l'intérêt général. Cette considération qui se base sur la suprématie, sur la primauté de l'intérêt général, constitue en réalité un véritable obstacle. C'est un garde-fou, c'est un rempart contre la corruption. C'est ainsi que, pour détourner donc cet obstacle et dans l'objectif de servir leurs propres intérêts, en même temps échapper et se protéger contre toute poursuite judiciaire, les corrompus agissent en amont, en essayant d'accaparer le centre de décision et en faire un moyen, un outil au service de leurs propres intérêts. C'est-à-dire, au lieu d'être sanctionnés par la loi, c'est la loi elle-même qui va les protéger. Peu importe que leurs actes et faits soient conformes à l'éthique, à la morale ou non, l'essentiel, c'est qu'ils seront dans la légalité. Et c'est toute la spécificité de la question. C'est-à-dire, c'est que la corruption s'exerce dans le cadre de la légalité. En d'autres termes, ces gens ils feront de la loi qui est censée interdire leurs actes et les sanctionner, ils vont en faire plutôt un moyen pour légitimer leurs actes. Par conséquent, outre la corruption initiale, c'est-à-dire l'acte de corruption initiale, ils opèrent une autre corruption qui est celle de manipulation des organes de l'État pour créer un cadre légal qui va donner de la légitimité à leurs actes, à cette corruption. Ainsi, la loi devient un instrument de corruption. C'est en quelque sorte la légitimation, la légalisation de la corruption. Faire de la corruption un acte légal, c'est-à-dire qu'il s'insère dans le cadre légal. Il s'agit ainsi, comme vous pouvez le constater, d'un double niveau de corruption. Le premier est la corruption initiale, qui se manifeste par la corruption stricto sensu. Le second niveau est celui de la manipulation des pouvoirs publics pour en faire un moyen, pour utiliser un terme, si vous voulez, cher à cette matière, je dirais un moyen de blanchiment de corruption. C'est la loi qui devient un moyen de blanchiment de corruption. Et c'est justement ce second niveau de corruption qui doit attirer notre attention et qui justifie cette étude qui se justifie en elle-même en raison ou par sa double gravité. Cette gravité se manifeste tout d'abord par l'ampleur de ses effets. Il s'agit d'une invasion des organes de l'État par un groupe qui accapare les pouvoirs de l'État pour spolier les biens publics. Cette gravité se manifeste ensuite par l'étendue de ses effets quant au temps. En effet, ces effets
peuvent affaiblir les capacités de l'État sur des générations successives, comme en témoignent certains prêts ou certains crédits internationaux octroyés au profit, théoriquement octroyés à certains États, mais réellement au profit de certains groupes de personnes. Cette gravité est de nature même à mettre en cause le pouvoir de régulation. C'est ce que l'on appelle la crise de l'État. Historiquement, certes, les auteurs ont commencé à s'intéresser à cette question depuis quelques décennies, Stigler, et que le terme même de capture d'État a été utilisé par certaines institutions, telles que la Banque mondiale, depuis des décennies. Mais le phénomène n'est pas nouveau dans le monde. Il vous reste 5 minutes. D'accord, cher président. On peut citer à titre d'exemple les scandales liés aux ministres Mosfa Khaznadar et Mahmoud Ben Ayed. Si on revient un petit peu à l'histoire, on pourra dire, ou on pourra, si vous voulez, parler de la fameuse affaire ou histoire du ministre Mosfa Khaznadar, qui était un ministre à l'époque du Bey et qui a contrôlé le rouage du gouvernement et les positions clés des institutions administratives et juridiques. Il a mené sans contrôle les affaires de la Tunisie pendant plusieurs années et il fit la ruine complète du pays en contractant des emprunts scandaleux qui grevèrent l'État d'une dette énorme, en particulier auprès de la maison d'Erlanger de Paris. Les revenus du pays ne pouvant plus suffire au paiement des intérêts de la dette, il fallut en 1869 les suspendre. C'était la faillite que Khaznadar avait conduit la Tunisie. Il prélevait des commissions sur chaque transaction, sur chaque emprunt, sur les recettes des impôts, au point que sa fortune est devenue colossale, conduisant le pays à de graves difficultés financières. Ce qui est encore plus grave, c'est que l'utilisation de la dette comme instrument de domination et d'aliénation de la souveraineté d'un État est bien illustrée par le sort réservé à la Tunisie par la France dans la deuxième moitié du XIXe siècle. En effet, en 1881, la France conquiert la Tunisie en la transformant en protectorat. Il y a aussi l'affaire Mahmoud Ben Ayed, qui est une affaire qui a duré de 1857 à 1816. L'affaire est l'un des exemples les plus frappants de la mauvaise gestion des deniers publics par des ministres corrompus et des proches du pouvoir. Ces détournements et ces gestions irresponsables ont conduit l'État tunisien à la faillite et à une dépendance financière vis-à-vis de l'Europe, qui a été, comme je le disais, l'une des causes de l'instauration du protectorat français en Tunisie. Sans oublier la fameuse époque de Ben Ali qui chargeait ses conseillers de convertir sa corruption en un acte légal, mais surtout conforme aux textes de loi qui ont été spécialement créés pour servir les intérêts du président ou de ses proches. Pour ne citer qu'un exemple, la fameuse caisse de solidarité 26-26. La capture d'État est ainsi ancrée dans l'histoire de l'État. Mais comment s'effectue cette ingérence ou cette immiscion dans le pouvoir décisionnel? Cela se réalise par l'union entre le monde politique et le monde des affaires. Et s'il existe une union non légitime, celle-ci en est le meilleur exemple. D'ailleurs, cette emprise n'est pas exclusive aux groupes au pouvoir, mais peut bel et bien émaner de groupes de l'opposition. Le monde des affaires agit par procuration. Il dicte aux organes compétents les décisions à prendre, lesquelles décisions donnent la couverture légale à la corruption. Cette légitimation qui se manifeste par la création des lois sur mesure se manifeste à deux niveaux, l'octroi de droits et la dispense d'obligations. D'où les deux parties de cette présentation, la capture d'État par l'octroi des droits et la capture d'État par la dispense d'obligations. Concernant la première partie, je dirais juste deux mots, la Saada, et j'en finis. Des textes, il y a tout d'abord le financement par les biens publics. Là, il y a des textes de loi qui ont créé des avantages financiers à certains lobbies, ou aussi l'octroi d'un monopole ou une exclusivité sur certains produits défiant les règles de la libre concurrence.
Exemple, le dernier texte instaurant une prise en charge par la caisse de compensation pour les exportateurs de certains produits alimentaires. Pour l'octroi non justifié des privilèges, on peut citer le soutien non justifié à certains produits destinés à l'exportation, le débat suscité par le dernier accord entre le gouvernement et le syndicat des magistrats pour l'allègement de participation des magistrats à la caisse, les critiques concernant le financement des partis politiques et des campagnes électorales. Quant à la deuxième partie qui est intitulée « La capture d'État par l'allègement d'obligations », on peut citer, si vous voulez, les textes qui allègent sur le plan fiscal les groupes d'intérêt. Certains secteurs bénéficient en effet injustement de faveurs sur le plan fiscal, exemple l'industrie de l'automobile. Et pour la deuxième partie, il y a les textes d'impunité pour les actes de corruption. En conclusion, les moyens de lutte pour chaque manifestation, comment combattre ce phénomène de capture d'État? Est-ce que les moyens classiques tels que l'obligation de déclaration des biens, le conflit d'intérêts, le pantouflage, etc., sont-ils suffisants et adaptés à la capture de l'État? Au vu de la situation en Tunisie, la réponse par les négatifs s'impose. Il y a lieu donc de réfléchir sur les moyens plus adéquats. La recherche de ces moyens pourra constituer peut-être l'objet du prochain webinaire. Je vous remercie et je rends la parole à Monsieur le Président. Merci, professeur Chekr Mzouri. Je cède la parole à l'approche économique qui sera faite par Madame Ariane. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, très bien. Ah, très bien, merci. Merci. Donc, capture d'état et des règles du jeu sur mesure. Donc, je vais toucher deux points. D'abord, les mécanismes, certains mécanismes ou une approche de ces mécanismes. Et après, je vais me concentrer sur un exemple qui sont les tribunaux d'arbitrage, qui font partie de la plupart des accords de libre-échange. Oh, alors, pardon. Voilà. Donc, nous avons vu dans la très courte introduction que les services publics ont été appauvris par des années de privatisation et d'austérité. Les législateurs et la haute administration n'ont souvent plus les moyens de faire leur travail. Et c'est là où les lobbyistes et les grands groupes vont se substituer aux ressources manquantes et introduire la culture du privé. Alors là, je me repose sur un ouvrage de Hertel Fernandez qui s'appelle Capture d'État, State Capture, qui étudie de manière très systématique ce qui s'est passé aux États-Unis les dernières 20-30 années et montre qu'il y a eu le développement d'une offre de services aux législateurs et à la haute administration. Sous quelle forme? La proposition, l'offre de lois clés en main, c'est-à-dire de lois toutes prêtes qui sont accompagnées en plus d'argumentaires basés sur une expertise dite scientifique. C'est-à-dire là où les législateurs n'ont pas le temps et les ressources, on leur donne ce qu'ils devraient faire directement. Et il donne plusieurs exemples, par exemple une loi antisyndicale s'appelle Right to Work, de multiples lois pour résister à la mise en œuvre de le Obamacare, d'autres lois qui vont contre les régulations de l'environnement, Electricity Freedom Act, qui était contre l'imposition d'utiliser des énergies renouvelables dans le secteur public. Enfin, une série de lois qui vont dans le sens des intérêts évidemment de ces grands groupes, c'est pour ça qu'ils les proposent, et qui sont proposés aux législateurs au moment où ils n'ont pas les moyens eux-mêmes de faire le travail.
Par ailleurs, il y a le développement et entretien d'une culture commune au travers de la formation académique, des réseaux d'écoles d'élite et du pantouflage entre secteur privé et haute administration, y compris cabinet de conseil. C'est-à-dire le pantouflage, c'est quand les gens, et ça se voit énormément, par exemple en Europe, dans la Commission européenne, quand les gens passent de la haute administration européenne à des entreprises privées, ou alors ils viennent d'entreprises privées et vont vers la haute administration. Il y a également l'organisation de lieux de rencontre, socialisation, networking, où les législateurs, la haute administration, experts du privé, chefs d'entreprise et de banque se rencontrent. Et tout ça, c'est payé par ces groupes d'intérêt. Alors, pour donner juste un petit exemple de culture commune que j'ai rencontré récemment et qui semble vraiment très… ça fait partie de ces choses un peu, comment dire, fallacieuses ou pernicieuses, c'est le concept de evidence-based decision, c'est-à-dire qu'il faut que les décisions soient basées sur des preuves. Ça semble être une évidence, ça semble être le bon sens. Et en fait, cette idée, cette approche est pour contrer les régulations, contre certains produits, par exemple dans l'agro-industriel, dont le côté nocif n'est pas suffisamment. Là, ils vont mettre des seuils très hauts de preuves scientifiques et ça va contre le principe de précaution. Sur beaucoup de choses, on ne sait pas exactement quelles sont les implications, mais l'idée est qu'on peut avoir un principe de précaution pour protéger la population. Eux, ils disent non, non, il faut que ce soit des décisions vraiment fondées sur des preuves scientifiques. Ce lobbying, par ailleurs, s'accompagne d'efforts pour protéger les décideurs et rendre plus difficile la reddition des comptes. Et là, on a un phénomène très important, c'est l'opacité, l'absence de transparence et l'opacité des négociations, par exemple en Europe, la régulation financière post-2008, où 50% des experts étaient très liés à Goldman Sachs, Lehman Brothers et d'autres qui étaient les acteurs même de la crise financière, ou encore les traités de libre-échange, le traité de la charte énergie ou le NAFTA, CETA ou Mercosur. Là, les négociations, il n'y a aucune publicité pendant les négociations. Et après, on sort des textes d'une complexité qui rend en fait la participation de la société civile extrêmement difficile. Par exemple, j'ai lu que pour le dernier traité de commerce qui s'appelle le TPP, c'est 6000 pages qui sortent d'un coup avec une complexité qui les rend impénétrables. Il y a également la réalisation de campagnes grand public dans les médias centrales qui, sous contrôle, comme on l'a vu dans la présentation, elles ont été dans beaucoup de pays capturées par ces mêmes intérêts pour soutenir ces lois. Et tout ça, c'est donc d'un côté, on voit qu'on aide en quelque sorte les politiques à faire passer, en leur donnant des moyens de produire des lois, ce qu'ils sont censés faire, et de l'autre, on va les protéger contre la reddition des comptes et contre l'opinion publique. Il y aura même, et ça c'est par exemple dans l'ouvrage State Capture, le financement de mouvements populaires pour donner l'illusion d'un soutien de la société civile. Donc ça, c'est un mécanisme. Là, on voit deux mécanismes. D'abord, on va appauvrir l'État, les gens sont plus capables de travailler correctement, on leur donne, après le public leur donne les moyens de travailler, mais pour eux, et puis on les protège quand ça devient clair que c'est, ou ça peut devenir clair que c'est pas pour le bien public, l'intérêt public, ils sont protégés. Donc, je vais vous donner un exemple, c'est ce qu'on appelle en français le règlement des différents investissements État ou ISDS, Investment State Dispute Settlement.
C'est une institution judiciaire supranationale qui a autorité dans le règlement des différends entre les multinationales et les États, avec l'objectif affiché de protéger les investisseurs. La quasi-totalité des accords internationaux de libre-échange inclut une clause qui donne l'autorité à une justice privée composée de 3 arbitres de régler les différends entre investisseurs et États. Donc, quelques caractéristiques de ces ISDS, c'est seuls les investisseurs sont plaignants. Les États et les citoyens ne peuvent pas initier de plainte. Déjà, c'est un déséquilibre en termes de justice qui est étrange. Les juges sont des arbitres de grands cabinets d'avocats privés qui travaillent pour le profit. Ils ne sont responsables devant personne et leurs conflits d'intérêts sont invérifiables. Donc, il n'y a pas d'indépendance de la justice. Et là, on parle d'une justice qui s'impose aux États, qui est supranationale. Les États sont engagés, même après avoir quitté les accords en question. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la cause du zombie dans le traité de la Charte de l'énergie, qui fait que les États sont liés par les clauses 20 ans après qu'ils aient quitté l'accord. Et les investisseurs, donc, et c'est ça tout le corps de cette justice, peuvent exiger compensation pour l'expropriation directe, ça c'est normal, mais aussi indirecte, c'est-à-dire la réduction de profits espérés et futurs. Et c'est ça qui rend cette justice, qui leur donne un avantage absolument exorbitant. Les États, dans cette justice, ne peuvent jamais gagner, ils peuvent juste limiter les pertes. Et parfois, ils doivent quand même payer le coût très, très élevé de cette justice. Celui qui refuse de payer, l'État qui refuserait de payer, peut avoir ses avoirs saisis et faire face à des coûts politiques et commerciaux très importants. Donc, Il vous reste 5 minutes. 5 minutes, ça c'est pas beaucoup. Oui. Alors, les traités de libre-échange ont en fait changé la répartition des droits de propriété. On peut dire ils ont donné un droit aux multinationales à un environnement stable, régulatoire, et cela indépendamment des nouvelles connaissances et des choix démocratiques des États et de leur population. L'environnement social, c'est des lois sociales, salaire minimum. Par exemple, Suez a pu poursuivre l'Égypte parce qu'ils ont passé une régulation sur le salaire minimum, ou la santé publique. Philip Morris a attaqué l'Uruguay en 2010 et il a attaqué plusieurs autres pays parce qu'il y a une régulation sur la vente des cigarettes, ou aussi loi environnementale. Par exemple, à Hambourg, la société Vattenfall a attaqué la ville pour avoir introduit de nouvelles régulations et finalement a dû retirer ces régulations. Donc, la souveraineté des États est bridée par les multinationales qui menacent les États avec des demandes de compensation prohibitives. Et donc là, il y a le cas de la loi Hulot où ils ont dû reculer parce qu'on menaçait de les attaquer. Il était question d'arrêter en 2040 toute forme d'exploitation et d'exploration. Cette mesure a été éliminée de la loi parce qu'on les attaquait de manière préemptive. Et de manière générale, c'est dissuasif parce que beaucoup d'États comprennent qu'ils n'ont pas les moyens, tout comme la ville de Hambourg, de faire face à ces poursuites. Et donc, on dit que Stiglitz prie que ces accords sont une menace très sévère à la décision démocratique. Et je vais terminer sur cette dernière slide, où on peut dire, et c'est ça la thèse que j'aimerais développer, c'est que ces ISDS sont le résultat de corruption. Pourquoi? Parce que la décision publique de signer ces traités favorise les MNC au détriment des intérêts des États et de leur population que les représentants ont pour devoir de protéger.
Les décideurs étatiques ont été capturés. Cette justice privée supraétatique représente une faveur indue aux yeux de l'égalité de droit. Rien ne justifie que les MNC soient traités différemment et mieux que les entreprises nationales dans un état de droit. Et les traités sont négociés dans l'opacité et signés sans le consentement éclairé des populations, tout en ayant des conséquences fondamentales puisque c'est tout l'environnement régulatoire, social, santé publique et environnemental dont il est question. Donc voilà, c'est ce que je pensais vous proposer et j'espère que je suis dans les temps. Voilà, je vais passer la parole donc à Tasnim. Voilà, et on attaque le point de vue sociologique qui sera présenté par Dr Tasnim Cherchi. À vous la parole, Dr Tasnim. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, très bien. Alors, ok, est-ce que vous voyez l'écran? Oui, je pense. Vous voyez la présentation PowerPoint? Oui, très bien. Ok, très bien. Alors, bonjour à tous. Cela me fait plaisir de… Juste une petite remarque, Tasnim. Toi et moi, on a utilisé les mêmes fonds d'écran et en regardant, je croyais que j'ai fait une mauvaise manipulation, qu'on va voir la même… Moi aussi, tout à l'heure, je comprenais rien. On a utilisé exactement la même palette de couleurs, etc. Bon, alors, bonjour à tous. Cela me fait plaisir de partager avec vous quelques considérations sociologiques sur le phénomène de la capture de l'État, vu de notre rive, certainement, mais d'abord aussi avec le regard de la sociologie sur ce qui se passe dans le monde globalisé. Alors, pour nous, donc, comprendre et analyser la capture de l'État, une analyse sociologique passe certainement par une définition sociologique de la capture de l'État. On se concentre surtout sur le fait que c'est une corruption politique systémique. Donc, il faut vraiment comprendre qu'elle domine l'ensemble des processus législatifs, exécutifs, etc. Donc, c'est les intérêts privés qui influencent considérablement les processus décisionnels d'un État à leur propre avantage et donc qui exercent une influence sur les fonctionnaires du gouvernement pour s'approprier la prise de décision du gouvernement. Cela a été le cas de plusieurs pays lors de la dernière décennie, en Bulgarie, par exemple 2013-2014, cela a suscité plusieurs manifestations, en Roumanie aussi en 2017 et en Afrique du Sud à travers plusieurs rapports qui soulignent ce phénomène. Donc, là, on parle de manipulation des lois, donc ce n'est pas un phénomène qui se présente comme étant de l'illégalité, mais c'est surtout un phénomène qui manipule les lois, les procédures formelles et la bureaucratie gouvernementale et qui permet en fait aux intérêts privés de s'accaparer l'orientation des décisions publiques, le fonctionnement des institutions, etc., comme décrit par mes collègues. Donc, cette capture passe par une série d'institutions étatiques, comme j'ai expliqué tout à l'heure. On peut la comparer, si on veut faire une comparaison intéressante, avec la capture réglementaire. La différence, c'est qu'elle diffère au niveau de l'échelle et des variétés et des zones influencées. Contrairement à la capture réglementaire, l'influence privée n'est pas manifeste. Elle est tellement, elle s'insère dans tous les interstices du pouvoir et au point qu'elle elle subvertit la démocratie elle-même. Donc, si on veut chercher aussi d'autres facteurs distinctifs de la capture de l'État, si on veut la comparer à d'autres formes de corruption,
Donc, dans le cas de la corruption, en général, le résultat des manipulations n'est pas certain le résultat n'est pas hautement certainement bénéfique. Alors que pour la capture de l'État, on est sûr du résultat, on maîtrise l'ensemble de la chaîne de décision ou une partie importante de cette chaîne-là. En outre, dans les cas de la corruption, même de la corruption endémique, il y a une pluralité, une concurrence des corrupteurs d'habitude pour influencer le résultat de la politique ou la répartition des ressources. En revanche, dans la capture de l'État, les décideurs sont généralement plus en position d'agents. Donc, il y a un monopole. Donc, on parle ici d'un contrôle oligopolistique, ce qui est en fait antithétique avec la définition du capitalisme basée sur l'idée de la corruption. Si on veut chercher des exemples, il y a l'exemple de la Roumanie, par exemple, l'exemple de l'Afrique du Sud, mais plus récemment aussi l'exemple de Trump, qui, à travers plusieurs manigances, a essayé de contrôler les institutions démocratiques du pays. Et on sait que la démocratie américaine a dû réellement se battre pour pouvoir se maintenir et reprendre le contrôle. Et là, je vais plus parler, donc, en complément à ce que vous avez décrit, Ariane, du contrôle des institutions et des tribunaux, par exemple, d'une véritable subversion de la démocratie. Donc, il s'agit d'un recul démocratique, également connu sous le nom d'autocratisation et de démocratisation, qui est un déclin progressif de la qualité de la démocratie. Qui peut entraîner la perte des qualités démocratiques de l'État, qui devient une autocratie ou un régime autoritaire. On n'a pas déclaré, donc cette description n'est pas encore officielle de plusieurs démocraties, mais la tendance est forte. Donc, ce déclin est causé par l'affaiblissement dirigé par l'État des institutions politiques qui soutiennent le système démocratique, comme la transition pacifique du pouvoir ou des systèmes électoraux. Là, cela nous rappelle que la démocratie n'est jamais à l'abri de sa subversion, même là où elle est bien installée, et bien forte et bien mature. Ainsi, le politicologue Nancy Bermeo soutient que les formes flagrantes de recul démocratique, telles que les coups d'État classiques, illimités et la fraude le jour des élections, ont diminué depuis la fin de la guerre froide, donc depuis 1989, alors que les formes plus subtiles et vexantes de recul ont augmenté. Et ces dernières formes de recul entraînent évidemment l'affaiblissement des institutions démocratiques de l'intérieur. C'est une subversion évidemment qui ne se fait pas d'un seul coup, c'est une subversion progressive, elle se produit de plusieurs manières. Il y a de longues discussions dans la littérature de la sociologie politique sur ces manières, mentionnant par exemple les lois antiterroristes et la manière dont elles ont contribué au recul des droits et des libertés. Cette rétrogradation est souvent menée par des dirigeants démocratiquement élus qui utilisent des tactiques progressives plutôt que révolutionnaires. Il y a aussi de l'autoritarisme qui vient dans la scène. D'autres formes de subversion, on peut mentionner aussi le populisme. Au fur et à mesure que les institutions démocratiques ne répondent plus aux besoins, aux droits socio-économiques, aux besoins des citoyens, il y a cette arrivée de personnes, de démagogues qui monopolisent l'attention des foules. La population cherche des solutions, donc c'est le populisme qui se déclare. C'est l'une des maladies de la démocratie. Il y a aussi l'agrandissement de l'exécutif, qui est une autre forme de subversion de la démocratie. Tout cela mène à quoi? Mène à une déconnexion entre les élites politiques et les citoyens et se déclare par une baisse du capital de confiance et une baisse de la participation aussi. Donc, si on veut résumer tout cela,
tout ce qu'on a décrit n'est pas quelque chose de nouveau, en fait, pour l'histoire de la démocratie. En fait, il y a toujours eu un équilibre nécessaire à établir entre la logique économique et la logique politique. Et cette interaction entre la logique politique et la logique économique est ce qui constitue la trame de fond, en fait, de l'histoire des sociétés capitalistes modernes. Donc, entre la logique émancipatoire du politique, la participation démocratique, etc., et la logique économique du capitalisme, ne servant que les intérêts privés de quelques-uns. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui a changé? Alors, à partir de l'apparition, en fait, du néolibéralisme 1989, tout ce qu'on a eu dans le passé, donc les avancées des droits sociaux ont connu en fait un arrêt, pas un arrêt, mais une dégradation continuelle. Et ces droits sociaux, il faut se rappeler que toutes ces avancées en matière des droits sociaux et économiques ont été réalisées au prix de luttes et de combats sociaux et politiques de longue haleine, établissant un équilibre entre l'économique et le politique, entre droit et capital, entre démocratie et marché. Ces luttes citoyennes sont celles qui ont toujours mis des limites aux excès de la logique crématistique au sens de Platon, c'est-à-dire la logique du gain et rien que le gain privé, évidemment. Donc, le néolibéralisme se caractérise par le refus de toute limite morale, juridique, politique à cette logique du gain, et la globalisation signale la levée, en fait, des limites au retour du libéralisme absolu. Et ce n'est pas nécessairement un triomphe du libéralisme plus qu'un échec et un affaiblissement des projets sociopolitiques de réforme du capitalisme qui avaient mis des limites à la domination de la logique du profit, la fin du socialisme, la fin des idéologies, etc. Donc, il s'agit en fait tout simplement de la fin des espoirs d'une alternative au capitalisme qui signale aussi en même temps le désengagement de l'État vis-à-vis des plus faibles. Bref, tout cela, c'est l'histoire en fait de l'Europe et du monde globalisé relativement à la domination de la logique économique. Je ne pouvais pas passer de commenter en fait un peu sur les mécanismes et les processus décrits par mes collègues. Mais maintenant, j'aimerais aussi signaler que vu de notre bord ici en Tunisie, puisque nous sommes invités à croiser les regards, il s'agit en fait d'un phénomène… Chère madame, il vous reste 5 minutes. Ok, c'est un phénomène évidemment qui a la même nature systémique, dont il faut analyser la construction et la mise en place, ainsi que la cristallisation. Là, en Tunisie, c'est vécu de façon différente. Ce n'était pas une dégradation de la qualité de la démocratie, c'est un capitalisme de copinage tel que décrit par les rapports de la Banque mondiale, tel que décrit dans cet ouvrage All in the Family, State Capture in Tunisia, une image qu'on a un peu oubliée. Donc, cet ouvrage décrit que la façon dont le clan de l'ancien dirigeant tunisien Ben Ali a investi dans des secteurs lucratifs dont l'accès était protégé principalement par un système d'autorisation préalable et le recours au pouvoir exécutif pour modifier la législation en faveur du régime, créant ainsi un système à grande échelle de capitalisme de copinage. Donc là, ce n'est pas un régime qui agissait en dehors de la loi, c'est un régime qui fonctionnait, qui s'est servi de la réglementation en vigueur et a créé de nouvelles lois pour servir les intérêts de la famille. Donc la réglementation a été manipulée. Là, il y a une description de la méthodologie. C'était une analyse assez large parce que la base de données s'est fondée sur l'analyse de 220 entreprises liées à Ben Ali, qui a révélé que ces entreprises étaient étroitement liées à cette famille-là. Et l'examen des données des entreprises prouve que la législation a souvent servi à promouvoir les intérêts de ce clan-là
et a créé donc 25 décrets promulgués au cours de cette période, 45 secteurs différents et nouvelles des restrictions permettaient donc de limiter le champ des autorisations préalables, et donc on produit l'image où l'action interventionniste de l'État dans le secteur industriel profitait à la famille du président. Donc, on avait une situation de l'économie tunisienne où il n'y avait une ouverture que de façade, et en réalité, cette ouverture n'était qu'un mirage. De vastes pans de l'économie restaient fermés et nombre d'entre eux restaient dans les mains d'intérêts proches du régime. Donc, il s'agit d'une perversion systémique de l'économie tunisienne, qui en fait n'était pas seulement anecdotique. Là, je détaille un peu les dispositifs réglementaires et pratiques de favoritisme. Donc, ce dispositif s'est transformé en un écran permettant à une minorité proche du pouvoir politique de profiter de privilèges, d'obtenir des rentes, de réaliser des profits injustifiés. Il y a aussi un faisceau de restrictions administratives et d'obstacles aux investissements étrangers. Cette situation fait en sorte que près de 220 entreprises de la famille de Ben Ali s'accaparaient 21% des bénéfices réalisés par le secteur privé et n'employaient que 1% de la main-d'œuvre du pays. Donc, évidemment, tout cela était au cœur de la révolution tunisienne, de ce système économique injuste contre lequel les Tunisiens se sont levés. Mais ces pratiques ne sont pas en fait simples, elles ont plusieurs formes: des amendements répétés au code d'incitation à l'investissement, des enfreintes discrétionnaires aux lois réglementant l'activité économique, bref, un ensemble de pratiques qui continue en fait à définir le fonctionnement de l'économie tunisienne. Donc, ce sont des obstacles structurels qui persistent et qui résistent, malgré les avancées bien réelles en matière de droit et de liberté. Mais en fait, c'est une structure réglementaire qu'on n'a pas réussi à décortiquer, à remettre en cause. Et donc, en fait, en grande partie, cette structure réglementaire continue à être inchangée jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a Antonio Nucifora, économiste principal pour la région Moyen-Orient avec la Banque mondiale, qui nous dit que le problème du capitalisme de copinage ne concerne pas seulement Ben Ali et son clan, il demeure l'un des principaux problèmes de développement auxquels la Tunisie est confrontée aujourd'hui. Donc, après la Révolution, le système économique qui existait n'a pas changé de façon significative. Selon l'OCDE, donc cela cause des retards structurels de l'économie tunisienne, avec un secteur financier désuet aussi, et des politiques de régulation du marché du travail qui maintiennent le chômage en fait, plutôt que d'aider à l'éradiquer. Cela cause aussi une production à faible valeur ajoutée, une complexité de l'intervention de l'État favorisant une corruption généralisée et une absence de concurrence et persistance du capitalisme de copinage, qui fait que la Tunisie aujourd'hui décrite comme un tigre menotté ou enchaîné. Donc, c'est avec un potentiel économique qui peine à se concrétiser, avec des activités économiques qui sont soumises à 50% à des autorisations et aux restrictions à l'investissement, avec 10 fois plus élevé le prix des communications internationales, 30% plus élevé le prix des billets d'avion, une faible concurrence qui accable l'activité économique au lieu de la soutenir, des barrières à la concurrence et des procédures administratives pesantes constituant un lourd tribut pour la compétitivité des entreprises et une réglementation excessive de l'activité économique. Conclusion, la Tunisie est aujourd'hui une démocratie inachevée, donc, et elle le restera, mais probablement régressera si les questions fondamentales de la gestion de l'économie et le système des privilèges économiques basé sur le capitalisme de copinage
de copinage et la capture de la réglementation ne connaissent pas de transformation réelle. Il s'agit en fait de la première priorité d'un débat, d'un dialogue démocratique qui devrait avoir lieu. La tradition statiste aujourd'hui, hyper centralisatrice, elle est en fait une sorte d'écran aujourd'hui pour la protection. Donc, je reprends la parole et je remercie professeur Dr Tasnim Chirchi pour cette présentation ainsi que nos éminents orateurs. Et je pense que j'ai une question à poser à Madame Ariane Lambert. Est-ce qu'il y a d'autres exemples en matière de plaintes qui ont été déposées par des très grandes entreprises à l'encontre de certains États? Oui, je vous remercie pour cette question. J'ai pas eu le temps de bien, je vais regarder. Donc, en fait, j'ai pas eu le temps d'exprimer. Donc, il est question, donc, par exemple, dans le cas une des questions qui est énormément discutée aujourd'hui à l'occasion de la crise, à cause de la crise climatique, c'est un traité de libre-échange qui s'appelle le TCE et qui donne aux entreprises, c'est dans le contexte de l'énergie. Et elle donne aux entreprises, en fait, le droit de demander des compensations. Donc, un exemple récent, c'est que l'Allemagne vient de sortir, a pris la décision de sortir du nucléaire. Eh bien, cette même entreprise suédoise dont on a déjà parlé, Vattenfall, a demandé pas moins de 4,6 milliards de compensations pour sa centrale nucléaire qui devra petit à petit être démantelée. Un autre exemple, c'est récemment également 2019 aux Pays-Bas, où là, nous avions une décision de fermer une centrale de charbon petit à petit, hein, et donc là, ils ont demandé une compensation de 1,7 milliard. Et l'idée, donc, ce sont des compensations gigantesques qui sont demandées et qui limitent évidemment la capacité de décision des États. Et il y a des études qui ont été faites qui, pour être en cohérence avec le pacte vert européen, eh bien, les compensations simplement pour, on va dire, l'expropriation ou disons les investissements seraient de l'ordre de 344 milliards. Donc là, on a vraiment à faire, et c'est ce que disait Stiglitz, a power grab, c'est un coup d'État, vraiment des multinationales sur la capacité de décider des États. Donc ça, ce sont des exemples, on en a beaucoup d'autres qui sont vraiment très troublants dans la santé publique et d'autres, mais je pense que c'est un cas très intéressant. Je vous remercie pour la question. Je vous en prie. Voilà. Oui. Alors, j'ai une autre. Je reviens vers mon professeur, c'est Cheikh El-Mzouri, je vous dis que j'ai adoré le terme de blanchiment de corruption parce qu'il me rappelle un autre terme aussi pernicieux, c'est le blanchiment d'informations. Mais quand on parle de blanchiment de corruption dans ce cas, quels seraient les moyens qui permettraient de lutter contre la corruption, de lutter contre la capture de l'État? Est-ce qu'il y a vraiment un espoir? Merci pour cette question, cher ami, très intéressante. On peut toujours espérer, il y a toujours des solutions. Et si vous voulez, on dérogerait de notre fonction en tant que chercheur si on ne propose pas des solutions. Donc, après le diagnostic fait à cette situation, certainement, il y a des solutions à proposer. Bon, le temps qui m'a été alloué ne m'a pas permis de passer à la phase des solutions à proposer.
je considère que les solutions classiques peut-être s'avèrent insuffisantes. D'où, éventuellement, on pourra réfléchir sur d'autres solutions. L'idée principale reste certainement la transparence. La transparence et la publication, si vous voulez, de toutes les décisions, avant que cette décision ne soit publique. Et, si vous voulez, permettre à tous les acteurs de la société, et notamment les organisations de société civile, d'exprimer leur point de vue sur ces textes de loi. Parce qu'on a vu que tout le problème au niveau de la capture d'État, c'est lorsqu'il y a un groupe, si vous voulez, d'intérêt, accapare en quelque sorte, où il va en quelque sorte constituer un blanchiment de cette corruption, justifier, légaliser en quelque sorte cette corruption. Donc, il faut que ces textes soient publiés avant soit transmis, si vous voulez, ou soumis à un débat public avant la prise de cette décision. Ça, c'est très important pour que le citoyen, quel que soit son niveau, puisse exprimer son point de vue et donner une évaluation et, si vous voulez, permettre aussi aux organismes de société civile d'exprimer aussi leur point de vue. Moi, je pense concrètement à une plateforme qui existe déjà, une plateforme sur laquelle seront publiés tous les travaux, si vous voulez, pas uniquement du Parlement, c'est-à-dire le texte de loi au sens restreint, mais tous les textes et qui seront soumis à un débat dans lequel on pourra prendre en considération tous les points de vue exprimés. Peut-être. Voilà. Merci beaucoup, professeur Cheikh El-Mzouri. Vous avez cité la transparence comme moyen de lutte contre la capture de l'État comme moyen de lutte contre la corruption. Mais est-ce suffisant pour restaurer un problème de confiance qui a été décrit par Dr Tasnim Chirchi, qui est très important parce que actuellement, on bascule d'un problème de confiance à un problème un problème de confiance dans les responsables politiques et dans les opinions publiques qui sont exprimées. Donc là, nous sommes en face à un problème qui est très dangereux, même pour les démocraties. Dr Tasnim Chirchi a cité l'exemple de la Bulgarie, et c'est normal, parce que quand il y a eu les votes il y a quelques années, les gens sont partis aux urnes, mais le taux de bulletins blancs est avoisiné les 75%. Alors que lorsque les politiques ont refait les élections, ce taux d'expression de vote blanc a augmenté à 86%. Et là, vraiment, on est face à un système qui a perdu la connexion, qui a généré une fracture entre les gouvernés et les gouvernants, et là, on est en face d'un sérieux problème. Et là, je reviens vers Dr Tasnim Chirchi pour voir un peu son avis sur la question. Dr Chirchi, est-ce que vous nous entendez? Si Cheikh, est-ce que vous pouvez répondre à sa place en attendant qu'elle revienne? Bien sûr, c'est avec un grand plaisir. Je considère que cette crise dont vous parlez, à juste titre, la crise de confiance, en quelque sorte, c'est la crise de l'État, c'est la crise de la démocratie même. Et actuellement, justement, on parle de crise de démocratie, de crise d'État, c'est-à-dire que les citoyens, les individus n'ont plus confiance, si vous voulez, aux organes représentatifs élus entre guillemets démocratiquement et qui sont censés les représenter et défendre leurs intérêts.
Je ne sais pas si Dr Chirchi peut intervenir. Elle est à nouveau avec nous. Oui, Lassad. En fait, je Ouais. n'entendais pas du tout ce que vous disiez. Alors, si vous voulez répéter la question. Alors, vous avez cité dans votre présentation l'exemple de rupture de confiance entre les gouvernés et les gouvernants. Et là, on l'a vu entre autres en Bulgarie, où les gens sont allés aux urnes des élections, mais ils ont voté blanc. Ça veut dire qu'ils n'ont confiance en aucun candidat ou aucun parti pour représenter leurs attentes politico-sociales. Et donc, à partir de ce moment où il y a une rupture de confiance entre un gouverné et un gouvernant, comment peut-on y remédier? Parce qu'on estime que la transparence seule ne peut pas réduire cette fracture. Au contraire, on voit que la transparence s'est transformée en un outil qui est destiné à augmenter la méfiance envers les gouvernants, dans le sens où ça l'empêcherait de vendre moins les fonctions, donc moins de fonctionnalisme, de mentir moins pour les gouvernements, de réduire la kleptocratie et de ne pas réaliser des actes d'assassinat politique. Donc, ce sont ces aspects qui nous intéressent et comment on peut concevoir des solutions pour rétablir la confiance et non pas créer des outils et qui augmenteraient la méfiance envers l'appareil de l'État, envers les partis politiques et envers le politique d'une manière générale. Merci, Lassad. Moi, je pense que c'est la partie que j'allais mentionner quand il y a eu une déconnexion. Alors, justement, c'est très important de mentionner que oui, il y a subversion de la démocratie, mais en même temps, il y a espoir, dans le sens où cette déconnexion entre les élites et les citoyens, elle peut être renversée dans le sens où, à travers la participation citoyenne, à travers l'apprentissage, en fait, les citoyens, ils se sentent un peu désemparés devant les lobbies, mais en fait, la seule solution pour eux, c'est aussi de s'organiser dans des associations de la société civile, de s'organiser massivement, de s'exprimer et d'influencer eux-mêmes la décision publique. On sait que cette logique de lutte sociale est ce qui a historiquement mis une limite aux excès de la logique économique, et c'est la seule façon qu'on connaît historiquement au sein de la démocratie pour pouvoir participer à créer le changement. Il y a aussi le renforcement de la redevabilité des institutions. Cette redevabilité, il ne s'agit pas seulement de la transparence est très importante, mais aussi de renforcer cette redevabilité des institutions envers le public, de publier les rapports, de permettre l'exercice du contrôle citoyen et pas seulement institutionnel. Donc, en bref, la participation citoyenne, l'accès à l'information est ce qui permet l'émergence d'un nouveau type de changement, la création de changement, si on peut dire 2.0, qui permet, ou 4.0 maintenant, ou même plus, qui permet en fait de changer la donne, non pas seulement à travers les lois, à travers les institutions, tout cela est très important, mais en fait, en se constituant citoyennement dans une masse critique qui peut faire pression, qui peut se spécialiser sur certaines questions. Alors oui, la société civile peut être manipulée, comme l'a mentionné Ariane, mais on n'a pas d'autre solution face aux excès de la logique économique et face à la subversion des institutions politiques.
En effet, il y a certaines études qui disent que le progrès technologique, scientifique, en quelque sorte, a une tendance liberticide, dans le sens où il réduit les marges des libertés fondamentales des personnes. Et si je prends l'exemple de Ivan Kratchev, qui dit que jusqu'aux années 80, la démocratie permettait de réduire les inégalités. Mais à partir de la venue ou l'émergence du néolibéralisme, entre autres avec Thatcher ou Ronald Reagan, on observe le contraire. On observe que les démocraties sont associées à un mécanisme d'appauvrissement et un mécanisme d'augmentation des inégalités au sein d'une société. Et ça, c'est une perversion de la démocratie et comment on peut éventuellement l'éviter. Donc, c'est vrai, nous avons 50 années de progrès. C'est vrai qu'il y a une tendance vers les démocraties, mais est-ce que c'est suffisant que la démocratie, est-ce qu'elle est suffisante pour générer un bien-être social, une équité sociale, une justice sociale, une égalité sociale? Tous ces termes nobles sont en train de s'affaiblir et de disparaître. Quelles seraient les solutions dans ce cas? Peut-être Madame Ariane pourrait nous aider dans ce. Alors, je voudrais effectivement intervenir. C'est une très grande question parce que lorsqu'on dit qu'il est question d'un coup d'État, d'une prise de pouvoir par les multinationales, il est question à présent de reprendre. Comment on peut reprendre ce pouvoir? Et ça, il y a tellement d'aspects, il y a beaucoup d'aspects. Je pense qu'il y a un aspect sur lequel Shaker a beaucoup travaillé, qui est le financement des partis politiques et dont on rediscute maintenant parce qu'il est évident que les campagnes électorales, lorsque c'est complètement débridé, favorisent nécessairement ceux qui ont des ressources et la société civile ne l'a pas. Et il y a d'autres, comme Tasnim le disait, c'est les citoyens directement qui prennent en main. Et là, j'aimerais mentionner peut-être cette expérience que nous avons eue en France, bien qu'elle n'ait pas résulté elle n'ait pas, disons, donné les résultats espérés, c'est la Convention citoyenne pour le climat. L'idée, c'est que des citoyens tirés au sort en assemblée peuvent proposer, faire des propositions, mais aussi pourraient prendre des décisions. Et l'intérêt, de quelle manière serait-ce une réponse au problème de la capture d'État, c'est que ces citoyens ne sont pas élus, donc ils n'ont pas besoin de financement, ils ne sont pas dépendants des grands intérêts pour financer leur campagne électorale. Ils ne sont pas non plus dépendants pendant qu'ils sont en train de prendre des décisions des intérêts parce qu'ils ne vont pas continuer. Ils n'ont pas l'incitation à satisfaire des intérêts pour pouvoir être réélus, pour pouvoir être refinancés et réélus. Donc ça, c'est une manière de les rendre, de rendre plus indépendants la décision et de la rendre aux citoyens. Je pense que ça, c'est un élément, mais il y a tellement de choses. Il y a tout le problème du contrôle des médias dont on a parlé. Donc, c'est une très grande question. Et voilà, je voulais simplement ajouter ce point. Et voilà, je vous remercie. Peut-être qu'il y a d'autres questions. Pardon, oui. Oui, je voudrais revenir et rebondir sur la même question. Si l'idée ou le principe de confiance politique et sociale est altéré, si le principe de méfiance est augmenté, est-ce qu'il y aurait une classe politique respectée, crédible professionnellement, ayant une très bonne situation, est-ce qu'elle accepterait à se présenter à cet exercice fort périlleux? Est-ce que vous ne voyez pas là un risque de désertification politique et de
de présentation aux élections, notamment de personnes qui pourraient être utiles pour l'évolution du pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui pourrait répondre à cette question? Oui. Alors là, vous parlez des élites et comment elles prendraient en fait toute cette situation-là. Donc, quand la confiance diminue et que c'est la méfiance qui s'installe, est-ce qu'il y a des élites politiques qui peuvent se présenter et changer la donne? Moi, je pense que cette idée de participation et ce déficit de participation ne peut en fait que renforcer la capture de l'État. Parce que c'est une situation qui est très en fait opportune pour ceux à qui cette situation profite. Et en fait, nous, individuellement, nous ne pouvons changer rien à cela. Donc, est-ce qu'il y a des petits partis qui peuvent arriver à changer la donne? Est-ce que c'est des individus qui peuvent changer la donne? Moi, je pense que c'est seulement l'action collective qui peut, de la base, donc la société civile, les travailleurs, les femmes, les jeunes, qui peuvent réellement, en prenant conscience de l'importance que cette participation, que leur participation ne soit pas une participation de décor, qu'elle touche à la sphère du pouvoir, à la question du pouvoir, à la façon dont la réglementation et la régulation de l'économie est gérée et structurée. Jusqu'à ce temps-là, on ne pourra rien changer. Donc, et cela ne fera qu'augmenter la méfiance et il ne fera que, en fait, perpétuer la situation de la capture de l'État. Évidemment, en situation de transition, comme en Tunisie, la situation est encore plus complexe parce qu'on passe de la capture de l'État où il y a une minorité d'individus qui dominent l'économie et dominent le cadre réglementaire à une concurrence qui devient ouverte. Donc, il y a de nouveaux arrivants sur le territoire qui cherchent à avoir accès aux mêmes canaux de richesse et d'influence politique, et cela donne une situation où on sent qu'on a plus de corruption. Mais en fait, c'est un passage de la pure capture de l'État, comme dans la situation dans laquelle on vivait en Tunisie, à une situation où on a une ouverture. Donc, on a l'impression qu'on a plus de corruption, que tout le monde devient corrompu, mais quelle est la situation la plus gérable? Moi, je pense que toutes les deux sont mauvaises pour la démocratie. Et jusqu'à temps qu'on a posé cette question de la régulation, des modes de régulation de l'économie et de la société, qu'ils soient en fait mis et construits de façon démocratique, qu'ils soient posés sur la table et discutés, on n'aura pas de changement et on n'aura pas de construction de la confiance. Et la méfiance n'aura ne fera qu'augmenter. Donc voilà, je ne veux pas accaparer la parole, donc je cède probablement à Ariane qui demande. Oui, Ariane et Sichek, s'ils peuvent donner leur avis. Oui, je pense que en tant que comment dire, combattant contre la corruption, on a beaucoup de choses à faire et c'est à travers l'exigence de transparence dont parlait Chaker, c'est très très important, et de redevabilité aux redditions des comptes dont parlait Tasnim. C'est vraiment là les deux points où on peut mettre en évidence, parce que parfois c'est tellement grossier. Pourquoi? Comment justifier? Et s'ils ne peuvent pas vraiment justifier aux yeux, eh bien, ils doivent être sanctionnés d'avoir donné alors qu'on ne donne rien à l'hôpital. Comment ne pas donner à l'hôpital alors qu'on donne à Air France? Alors, aujourd'hui, avec personne, parce que la presse est capturée, ne pose ces questions. Et je pense qu'il y a énormément à faire là-dessus, c'est vraiment d'aller de notre côté, de montrer comment on a d'œuvrer pour plus de transparence et pour plus de reddition des comptes, et de comprendre que la capture d'État dont nous parlons aujourd'hui et qui est vraiment un problème, pose vraiment la question centrale du pouvoir, qui est inévitable et que c'est pas juste en faisant des petites, en changeant un petit peu ou des petites réformes qu'on va résoudre. Mais ça nous empêche pas
à chaque instant, et il y a des groupes absolument fantastiques de la société civile au niveau européen, par exemple, qui luttent actuellement. Un cas très intéressant que je voudrais mentionner, c'est le cas de la participation où la Commission européenne a confié à BlackRock, qui est le plus grand gestionnaire d'actifs du monde, avec un engagement dans les industries fossiles gigantesque, donc 80 milliards directement, mais aussi à travers toutes les banques. Il gère 7 trillions d'actifs, de opérationnaliser la régulation financière verte, qui va exactement, en principe, qui va évidemment contre leurs intérêts, puisque les intérêts de leurs actionnaires. Donc là, il y a des groupes qui ont travaillé, qui ont mis en évidence que c'est aberrant, qu'il y a un conflit d'intérêts. Comment osez-vous, comment pouvez-vous expliquer qu'on confie la gestion du poulailler aux renards, aux plus gros renards du monde? Et c'est ça il faut leur demander des comptes. Il faut qu'ils s'expliquent, et je pense que là, on peut à chaque instant, partout, faire beaucoup dans notre activité anticorruption. Voilà, je passe la parole à Chaker. Merci Ariane, justement, et c'était l'objet de la deuxième sous-partie de ma deuxième partie, lorsque je voulais parler, mais pas malheureusement, le temps ne me permettait pas de développer cette idée, qui est une idée, heureusement, qui a été bien développée par Tasnim, parce qu'au fait, il y a deux pôles ou deux piliers, comme le disait Ariane. Il y a la transparence d'un côté, et cette transparence qui passe par la participation de la société civile, mais il y a de l'autre côté qui, je dirais, qui n'est pas moins importante, à savoir l'idée de la redevabilité et de la sanction. Ce que nous appelons, nous, moi, en tant que juriste, je défends avec force l'idée de sanction. C'est-à-dire qu'il faut arrêter ce sentiment d'impunité. Et justement, s'il y a un mal, si vous voulez, gangrène qui crève un petit peu la démocratie, l'état de droit, c'est bien ce sentiment d'impunité. Donc, tout cela repose sur une magistrature indépendante, une justice indépendante, sans laquelle, si vous voulez, on ne pourra pas avancer. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Ariane et avec Tasnim, il faut qu'il y ait deux piliers, la transparence d'un côté et de l'autre côté, la redevabilité. Moi, en tant que juriste, je dirais l'indépendance de la magistrature qui, si vous voulez, jouera un rôle primordial en matière de lutte contre la corruption et contre la capture de l'État. Oui. Il y a Tassim qui demande la parole. En fait, cela me rappelle aussi que, en plus de cette redevabilité, en plus de la transparence, il y a cette nécessité que l'on reprenne les vieilles traditions démocratiques du dialogue. Donc, la parole, la démocratie, comme nous dit Habermas, c'est aussi la démocratie délibérative qui est très importante et qui risque en fait d'être en fait court-circuitée par cette tendance à s'auto-limiter, cette tendance qu'on voit partout dans les médias, à ne pas poser les vraies questions. Donc, de reprendre, et c'est le rôle aussi le rôle des universitaires, le rôle des intellectuels partout, de s'ouvrir aussi. Docteur Tasnim, est-ce que vous ne pensez pas que les réseaux sociaux ont encouragé cette politique, entre guillemets, de la politisation des ghettos à travers les réseaux sociaux qu'on connaît? C'est bien possible. Et là, ce n'est pas le lieu aussi de discuter de ce thème-là, mais je suis partisane de l'idée que quand on a une vision, quand on a un projet d'émancipation de la société, et c'est aussi la nécessité de ce projet-là, c'est ce que je voulais dire. Donc, parler pour construire un projet commun pour l'humanité, un projet pour cette humanité qui sera de plus en plus engloutie dans les interstices du capitalisme,
façon de vraiment d'être à l'abri. Et la seule solution, le salut ne peut venir d'un contre-projet émancipatoire qu'on ne voit pas jusqu'à maintenant, qui dans les traditions humanistes, qui vraiment défend la nécessité d'un nouveau contrat social, d'un nouveau contrat discuté librement et dans lequel tout le monde peut prendre position et s'exprimer. Mais est-ce que on vous... voit de plus en plus de mouvements sociaux qui amènent cette idée de... Vous entendez? Mais non, pas bien. Je ne sais pas si vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Alors, ce que je disais, c'est que tout cela nous mène à la nécessité de formuler un contre-projet d'émancipation des sociétés contemporaines vis-à-vis de ce règne de la logique économique, parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau dans l'histoire du capitalisme, c'est la vraie logique en fait du capitalisme quand il n'est pas limité par le droit, par les luttes sociales. Donc, ce qu'il faut réactiver, c'est les luttes sociales et c'est vraiment un échange entre les sociétés, entre les citoyens. Il y a le G7, il y a le G20, donc tout ce beau monde est bien connecté en fait, mais nous, on n'est pas aussi bien connectés. Certains critiques pensent qu'il est un peu difficile. Pourquoi? Pour deux raisons. Première raison, c'est qu'il y a un interfaçage entre l'État en tant qu'institution, la plus grande institution, et ses politiques publiques. C'est comme les deux faces d'une seule pièce de monnaie. Et si l'État et son fonctionnement, et si dans un cadre international et d'accords internationaux, et si les politiques publiques qui ont été générées par cette alliance ou ce jeu d'influence sont orientées pour produire un certain type de résultats, est-ce qu'il serait possible de rattraper ces résultats tout en sachant que le processus décisionnel va à l'encontre des attentes des citoyens et des populations, mais les résultats, on le constate, vont ou font l'affaire d'une oligarchie politique et économique. Est-ce que vous... Non, je laisserai probablement Ariane nous parler des politiques publiques ou aussi Shekhar. Oui. Je n'aimerais pas monopoliser les paroles. Mais je voulais juste dire que le débat va à sa fin puisqu'il était question qu'il fasse 1h30 de toute façon. Donc, je pense que là, on devrait avoir un tour de parole, un dernier tour de parole, si peut-être chacun qui peut parler. Après Tasnim, moi, je dirais un dernier mot et on va conclure le débat parce que pas trop fatigué de nos interlocuteurs, nos participants. Ouais. Voilà, merci. Si, Shekhar. On vous écoute. Merci, Monsieur le Président. Moi, je ferai que répéter un petit peu au résumé ce que je disais, c'est que cette capture d'État qui se fait moyennant, si vous voulez, l'octroi, si vous voulez, de certains avantages et droits et des privilèges, et que, si vous voulez, cette capture d'État se fait aussi par la dispense ou l'exonération de certaines... Parce que je parle du regard d'un juriste, moi. La dispense ou l'exonération de certaines obligations injustifiées uniquement pour servir les intérêts d'un groupe de particuliers ou de privés. Et ça c'est pour le diagnostic. Quant aux résultats, aux solutions, quant aux solutions, moi je propose toujours les deux solutions, c'est-à-dire la solution de la transparence, impliquer davantage la société civile, et de l'autre côté, développer l'indépendance de la magistrature pour combattre cette idée d'impunité. Ce sont les moyens pour faire face à cette capture d'État. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà, peut-être moi je vais dire aussi… Merci à vous.
Je vous écoute, madame. Voilà, un dernier mot. Donc, je crois que ce thème de capture d'État est extrêmement riche. On n'a fait que l'aborder d'un certain point de vue. Je pense qu'il serait très intéressant par la suite de voir comment les grands intérêts, les grandes entreprises ont été capables également de capturer la production de savoir, l'expertise et le rôle délétère que ça a eu aussi sur la confiance dans la science de nos jours, et donc de manière générale de continuer, nous en tant que scientifiques, de dénoncer des mécanismes. Je pense que ça c'est très important. Les dénonçants, cela ouvre aussi à certaines formes de solutions. Par exemple, donc moi j'ai parlé pas mal de ces tribunaux d'arbitrage, de cette justice privée supranationale qui pose un problème très important aujourd'hui dans le cadre de la transition écologique, et donc on dit on ne peut pas faire parce qu'on est… Si on peut justifier et montrer que ceci est le résultat de corruption, alors il n'y a nulle raison de le respecter. Ça change la donne. Ça changerait complètement la donne par rapport à d'autres aspects aussi. Et donc, je pense qu'il y a là un enjeu très important de dénoncer certaines lois ou certaines institutions. Ce n'est pas parce qu'elles sont là qu'on doit les respecter nécessairement. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et d'essayer de comprendre dans quelle mesure on peut vraiment porter cet argument et le développer de capture d'État de la même manière qu'on a su développer l'argument de corruption, puisque l'économie de la corruption est un domaine qui est quand même assez riche aujourd'hui, de développer ce domaine de capture d'État dans les différentes disciplines pour nous permettre de dire mais non, lorsqu'on dit par exemple, dans les marchés publics, qu'un contrat a été acquis par corruption, on ne respecte pas. On ne respecte pas le résultat. Donc, pourquoi devrait-on respecter quelque chose qui a été acquis par capture d'État et qui conditionne des choses fondamentales aujourd'hui? Voilà. Et j'espère vous retrouver tous les trois. Je vous remercie déjà, et je donne la parole pour Tasnim qui va conclure. Merci. Merci Ariane, merci Cheikh, merci Lassarade, merci à tous. Qu'est-ce qu'on peut dire face à la capture de l'État? C'était un thème très important, c'est aussi un peu nos vies à tous. C'est, comme l'a dit Ariane, dénoncer les mécanismes, les déconstruire, c'est l'un des rôles des universitaires, mais aussi je pense que comme universitaire, on est aussi citoyen, et en fait, il faut surtout travailler à activer la redevabilité des institutions, à activer aussi les méthodes de monitoring citoyen et de l'activisme social. L'action citoyenne collective, moi je pense que c'est très important face à la nature du capitalisme qui s'exprime sans embâche. Il faut aussi savoir s'exprimer citoyennement. La démocratie nous le permet. Elle porte en elle-même ce potentiel. Donc, elle peut être subvertie, oui, mais elle peut être réactivée et réinventée. Donc, voilà, réinvention de la démocratie. Tasnim, est-ce que vous pourriez dire deux petits mots sur l'impact de la corruption sur l'accroissement de la pauvreté? C'est un aspect qui n'a pas été évoqué. Très brièvement, et s'il y a Madame Ariane ou professeur Cheikh qui veut en parler aussi. Très brièvement. Je pense que j'ai abordé ça un petit peu tout à l'heure. Donc, la capture de l'État en maintenant et en faisant travailler les mécanismes de l'économie au profit juste de quelques-uns, elle ne permet pas en fait d'ouvrir ou de mobiliser les énergies de croissance et les énergies de travail. Et donc, en fait, il y a l'appauvrissement qui s'installe. Le cas de la Tunisie est un exemple qui continue à être limité, dont l'économie reste vraiment largement
c'est-à-dire qu'elle continue à fonctionner selon les règles mises par l'ancien régime. Voilà, c'est tout. Merci. Ariane, est-ce que vous pouvez rajouter un petit mot? Alors, je pense, comme Tasnim, que je l'ai déjà abordé en introduction, puisque c'est cette capture d'État amène à un accroissement des inégalités et donc un appauvrissement de la population. On a vu, par exemple, en France, on ne s'imagine pas, il y a 10 millions de pauvres en France. Ça semble aberrant. Mais alors, ne parlons pas des autres pays et des pays entiers où là, la pauvreté accroît, mais il y a aussi d'autres effets que la pauvreté. Il y a l'effet sur la pollution, la maltraitance, l'abus des droits qui sont couverts par donc des pouvoirs publics et des traités qui rendent possible ce genre de choses. Donc évidemment, tout ce qui est dans l'intérêt des grandes multinationales, c'est généralement pas du tout dans l'intérêt des pauvres gens et donc ils en pâtissent. Donc voilà, c'est évident et on le sait sous toute forme de corruption. Même la petite corruption est quelque chose qui est qui touche les plus pauvres et les plus défavorisés à tout point de vue, de l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, puisque les États s'appauvrissent. Donc toute cette base sociale, elle est de services publics, elle est réduite et ça accroît la pauvreté. Donc, évidemment, c'est un problème majeur et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle je me suis engagée dans la lutte contre la corruption. Voilà, et je laisse la parole à Chaker. Merci. Chaker? Merci, c'est juste pour te remercier, toi, Lassaad, merci beaucoup. Pour cette participation si active. Je réitère mes remerciements aussi à Tasnim qui a accepté depuis des années de s'embarquer avec nous dans cette belle aventure, comme le disait Lassaad, et bien sûr à notre cher ami Ariane, et à qui je dis longue vie à notre coopération et à notre amitié. À très bientôt pour un prochain webinaire. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, bye bye. Bye bye. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.